La grève des électeurs de Octave Mirbeau. Octave Mirbeau et la Bretagne, cette terre de France que l'auteur affectionne et qui renvoie à cette autre lecture, Croquis breton, ici, fut le lieu où il mit son cœur à nu. Cette région bénie par le ciel et qui, bien heureuse d'avoir comme sainte patronne la mère de la mère du Christ, à savoir Sainte Anne, est devenue ici le refuge à ciel ouvert de notre auteur. En effet, loin de Paris qu'il a quitté pour 8 mois, Octave Mirbeau couche par écrit une vive réflexion sur la modernité citadine et la politique avec un style qui rappelle celui de Léon Bloy. À vrai dire, au contact de la lande, des rochers et de la mer, page 7, il secoue sa verve pour décrire à quel point la ville et le journalisme sont deux entités dont il faut se méfier. Ainsi, à la page 9, il déracine Paris et la rend tout aussi coupable de broyer les âmes que le capital. En effet, l'analyse de notre auteur à propos de la ville est assez proche de celle du sociologue Georges Simmel quand celui-ci évoque l'affaissement de l'individu au sein de la foule des grandes villes, et que ce même individu est poussé à sa plus haute capacité nerveuse, l'atomisant complètement intérieurement. Malgré tout, l'individu y est retenu par l'intermédiaire de tout un tas de béatitudes artificielles qui lui ôtent toute conscience. C'est la haine passionnée de la grande ville que Baudelaire a joint à ses spleens en 1861. Je t'aime, ô capitale infâme, courtisanes et bandits, tels souvent vous offrez des plaisirs que ne comprennent pas les vulgaires profanes. Octave Mirbeau écrit donc avec véhémence la ville, mais dans cette croisade, il n'oublie pas le journalisme et son œuvre malfaisante, page 8, qu'il associe volontiers à la cité. Étant lui-même journaliste, il ne recule pas devant les expressions les plus acérées. En effet, pour sa part, le journalisme est un repas indigeste et empoisonné, page 8. C'est par lui que l'électeur est trompé. Le journaliste est alors placé dans cette catégorie que Karl Marx a intitulée la carrière du vice, en parlant du marché des prostituées en Grande-Bretagne, page 11. Toutefois, il fut un temps, nous dit l'auteur à la page 15, où le journaliste était quelque chose et quelqu'un. En ce temps donc, sous l'Empire, des plumes édifiantes purent voir le jour malgré le muselage de la presse. Pour exemple, parmi d'autres, Octave Mirbeau cite Lucien Anatole Prévost Parabole, ici à gauche, et Louis Veuillot, ici à droite. Le premier fut rédacteur au quotidien La Presse et au Courrier du Dimanche, tandis que le second fut le premier secrétaire général du syndicat des journalistes français. Au regard de ce qu'est devenu à l'heure actuelle le journalisme en France, il est peut-être nécessaire de se référer à ces deux figures pour rappeler que l'honneur et le courage furent bien une réalité dans le journalisme. Si Octave Mirbeau écorche la République en soulignant son caractère totalitaire, page 15, il n'est pas moins survolté envers le suffrage universel, page 18. En effet, le verbe promettre est pour notre auteur le Barabbas de l'histoire, où l'électeur est alors devenu pareil à ce corbeau qui sur un arbre tient en son bec un fromage. La fable nous apprend que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette sentence, Octave Mirbeau en fait sienne pour vilipender à la fois le législateur et l'électeur. Si ce dernier a pour destin d'être dupé, page 19, il n'en est pas moins prisonnier de ses opinions et des partis, lesquels ont été intégralement condamnés par Simone Veil dans son pamphlet « Note sur la suppression générale des partis politiques », ici. En effet, elle affirme sans détour que les partis politiques sont du mal à l'état pur, ou presque. Ce que veut l'électeur, nous dit Octave Mirbeau, ce sont des promesses, voilà tout, page 19. Ainsi, l'électeur est cet animal irrationnel, page 33, qui ne fait que desservir la démocratie par sa médiocrité, et ce bipède pensant se donne en réalité des maîtres avides qui le grugent, page 36. Les mots de Octave Mirbeau sont assez cinglants, il n'est pas avare de qualificatifs outranciers, mais quoiqu'il fustige avec véhémence ce qu'il condamne, il est tout aussi habile en matière de sentences. L'une d'elles, page 37, la protection aux grands, l'écrasement aux petits, rappelle une nouvelle fois une morale d'une fable célèbre de Jean de La Fontaine, les animaux malades de la peste. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Sans s'éloigner de notre poète français, aux pages 36 et 37, Octave Mirbeau enfonce encore le clou. Plus bête que les bêtes, plus moutonnier que les moutons, l'électeur nomme son boucher et choisit son bourgeois. Il a fait des révolutions pour conquérir ce droit.
À propos de la Révolution, cette révolution, dit-il, a déplacé les privilèges en faisant passer l'oppression sociale des mains des nobles dans celle des bourgeois. Page 46. Ce transfert a alors, poursuit-il, créé l'inexorable société capitaliste. On est le 14 juillet 1889 quand Octave Mirbeau, dans Le Figaro, écrit cela. Pour le lecteur attentif, c'est le centenaire jour pour jour de la prise de la Bastille. Il va sans dire que ces mots pourraient être compréhensibles dans la bouche d'un monarchiste. Mais pour un athée anticlérical comme Mirbeau, on est en droit de se demander quelle mouche l'a piqué. Ce changement de régime est pour notre auteur une mascarade, tout comme peut l'être la religion. Il est tenace et met dos à dos ces deux systèmes de valeurs. En somme, il est bien un anarchiste. Si la conclusion à toute cette affaire semble faite, il y a toutefois un autre aspect qui mérite quelque attention. En effet, Octave Mirbeau déconseille l'électeur d'aller voter. Pour sa part, même s'il est anarchiste, la grève du suffrage universel qu'il préconise contient en substance, comme on l'a vu précédemment, la critique qu'a faite Simone Veil des partis politiques. L'homme qui convoite le vote de l'électeur, nous dit Octave Mirbeau, à la page 39, n'a pas de pouvoir suffisant pour garantir les promesses qu'il a faites, tandis que lui est propulsé dans un état social supérieur. Octave Mirbeau semble donc tout aussi radical que Simone Veil, mais pour autant, il n'a pas mesuré, comme Simone Veil, l'importance du diable dans cette histoire-là. Peut-être est-ce la faute de son athéisme. Plus loin, dans un style tout à fait bloyen, Octave Mirbeau assassine littéralement la France tout en prophétisant pour elle un avenir des plus infamants. Les prophéties de la Salette en arrière-plan, Octave Mirbeau ne croit pas si bien dire quand il écrit « La France tout entière va devenir une immense latrine où les ventres ignominieux, publiquement, déverseront le flot empesté de leur déjection. On va marcher dans l'ordure, enlisé jusqu'au cou. Et nous nous réjouissons de cette posture. » Si le grand écrivain russe Léon Tolstoï qualifia Octave Mirbeau de plus grand écrivain français contemporain, page 65, il n'est pas difficile de concevoir que cette aura acquise provient certainement de cette part flamboyante de l'esprit français qui habite notre auteur, et que les Russes ont toujours su admirer. L'éditeur, pour conclure, met en parallèle la pensée de Octave Mirbeau à celle de Tocqueville sur la démocratie. En effet, les mots de Tocqueville, 1805-1859, à propos de la démocratie en Amérique, ne font que dévaloriser ce système. Alexis de Tocqueville confronte le citoyen avec sa supposée liberté démocratique. C'est un leurre qui met en réalité le peuple sous tutelle, page 68, et les politiques, qui ne sont autres que les véritables organisateurs, en appellent au libre arbitre du citoyen pour garder le pouvoir. Alexis de Tocqueville précise alors que si l'électeur vote tantôt pour l'un et tantôt pour l'autre, il ne mesure pas son état de servilité à un système qui le conduit par le bout du nez. Cette servilité s'explique, nous dit l'éditeur, en faisant référence à Étienne de la Boétie, 1530-1563, par la fascination qu'exerce le pouvoir sur les hommes, et donc ceux qui sont devenus les maîtres ne sont grands, nous dit la Boétie, que parce que nous sommes à genoux. Page 69. Ces mots de la Boétie sont donc à joindre à ceux de Trajan Boccalini à propos de Nicolas Machiavel. Ici. La pensée du Florentin peut être résumée de la sorte. Des chiens doux comme des moutons et des brebis capables de se défendre des loups, voilà le peuple libre.